Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct ce matin sur Inbound Marketing France pour une table ronde autour des nouvelles pratiques commerciales. Alors, on entend beaucoup parler de l'alignement marketing et vente qui sont vraiment des synergies aujourd'hui nécessaires aux résultats business. Le marketing fait de plus en plus d'avant-vente, le commercial doit connaître et utiliser de mieux en mieux les clés de la communication digitale, parfois avec des anglicismes ou des acronymes qui ne sont pas dans son vocabulaire naturel. On entend aussi beaucoup de choses, bonnes et moins bonnes, sur l'automatisation. Bref, le commercial de 2021 ressemble-t-il à celui d'avant? Et surtout, quelles sont les nouvelles pratiques à maîtriser dans un monde en perpétuelle évolution et dans des nouveaux outils à la mode toutes les semaines? Alors aujourd'hui, je vais accueillir 3 experts, enfin 2 pour l'instant, le 3e est en train d'arriver, nous sommes vraiment en live. Alors on me dit qu'on ne m'entend pas, je ne sais pas comment faire pour qu'on m'entende, mais je vais continuer en espérant que vous allez récupérer le son. Je t'entends en tout cas. Merci. C'est réglé, super. Donc j'accueille 2 des 3 experts puisque le 3e est en route. Donc j'accueille Frédéric Bonneton, cofondateur du MCR Group, conférencier et auteur, entre autres, de La négociation émotionnelle paru en 2017 aux éditions Kawa, et cofondateur en 2020 avec Christophe Coppen du label d'excellence en négociation For One. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Et j'accueille également Vincent Caltabellota, auteur de Inventons l'entreprise du 21e siècle en 2016 et plus récemment en 2020 aux éditions Kawa également de l'Homo commercialus du 21e siècle. Vincent est aussi conférencier et dirigeant de YouMonkeys et ancien directeur de l'Observatoire national des dirigeants commerciaux de France. Nous attendons Thibaut Ducléziou, ancien président de l'Association des dirigeants commerciaux de France et consultant B2B sur tous ces sujets après 20 ans de direction commerciale et marketing, notamment dans l'édition logicielle. Voilà, les présentations sont faites. Donc, ce que je voudrais, c'est, Vincent, je voudrais bien commencer par vous, parce que dans l'Homo commercialus du 21e siècle, vous posez des constats autour de la disruption, ce que vous appelez la disruption du commerce. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos participants ce que c'est ? Et oui, parce qu'on parle comme tu l'as dit Laura, beaucoup de digitalisation du commerce, il y a plein de choses qui se passent, tous les dirigeants commerciaux, tous les commerciaux se disent il faut se digitaliser, tous les consultants le disent, et finalement, on ne sait pas exactement ce que c'est. On parle de quelques outils, on parle de nouveaux outils, de nouveaux types de CRM, on sait qu'il faut travailler les bases de données, il faut qu'on fasse tout ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus global ce qui est en train de se passer. En fait, on est dans une phase de rupture. On est dans une phase de rupture du commerce. Ce commerce qui a émergé tel qu'on le connaît aujourd'hui dans les années 60-70, avec un vrai boom du métier de commercial dans les années 80, où on a développé des batteries entières de commerciaux qui savaient vendre tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est fait. Après, il y a eu des nouveaux outils qui sont arrivés. Il y a eu Internet, il y a eu les réseaux sociaux. OK, le e-commerce, bien sûr. Et on est resté un petit peu là-dessus. Et en fait, il y a plein d'autres choses qui ont changé. Il y a bien sûr une forme de mondialisation, il y a une forme de temps réel. Les réseaux sociaux, j'en parlais tout à l'heure. Et en fait, il se trouve que dans notre monde, là, aujourd'hui, les pouvoirs, les jeux de pouvoir entre les acteurs, les clients, les consommateurs, les prescripteurs, les influenceurs, les producteurs, les distributeurs, il y a tout un tas de modèles qui ont complètement changé. Et on va bien au-delà de la rupture, on est effectivement dans une forme de disruption. Et ça, on ne le comprend pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est bien de me permettre de le dire en introduction, c'est que c'est quoi une disruption? En fait, c'est exactement ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec l'uberisation dans les taxis. Ça ne nous gêne plus ou ça ne nous choque plus de voir que le métier d'un chauffeur de taxi a bien évolué, que les modèles économiques ont évolué. Ça ne nous choque plus d'avoir fait évoluer l'industrie musicale en passant du CD au MP3 et maintenant par des abonnements en ligne en streaming, exactement comme le cinéma ou la télévision ou les séries. Ça ne nous choque pas de voir tous ces modèles évoluer, les agences de voyage qui ont quasiment disparu. Aujourd'hui, la livraison pour la restauration qui explose. Tout ça, ça ne nous dérange pas. On trouve ça tout à fait normal. Et quand il s'agit du commerce et de se dire que maintenant, il y a de l'automatisation, il y a des bases, il y a du big data, il y a des interactions dans tous les sens de data, il y a des algorithmes, de l'intelligence artificielle.
eh ben, on arrive toujours à se dire, il faut que je fasse plus de ventes, donc j'embauche un commercial. Ce qui est dans notre monde complètement décalé. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas embaucher de commerciaux, hein, bien sûr, mais ça veut dire que surtout, c'est exactement comme si vous étiez artisan et que vous aviez plus de chantiers, donc vous prenez plus de personnes, mais vous êtes toujours en train de taper avec des marteaux, des tournevis à la main et des scies manuels. Évidemment qu'il y a plein d'outils digitaux, d'outils électroniques et numériques qui se sont développés dans tous les métiers. Ça n'empêche pas de très bien faire son métier. Je prends un architecte, je prends n'importe qui, même des artistes. La vente, c'est de l'art d'une certaine manière. Mais quand il s'agit de commerce, ben on se dit, c'est une histoire d'humains, de rencontres entre les humains, donc ça se passe qu'entre les humains. Et il y a même un genre de méfiance dans l'outil, il y a même un genre de bien-pensance qui dit que bah, faut pas mettre trop de digital parce que la vente, l'émotionnel, etc. Et moi, je prône l'émotionnel. Mais pourtant, on peut faire énormément d'émotionnel, on peut avoir une vente encore plus efficace, encore plus humaine, avec des pratiques qui sont bien plus éthiques grâce au digital et à l'automation et aux bases de données que lorsqu'on demande à des commerciaux de prospecter dans le vide ou de demander à des centres d'appel de nous appeler à 20h le soir pour nous vendre un nouveau contrat d'assurance. Donc, voilà pour poser les bases. Je vais laisser nos amis avancer, mais voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et maintenant, bah, la suite de notre propos, j'imagine, c'est comment on fait concrètement pour passer d'un 100% humain à quelque chose de mieux humainement et digitalement parlant. Absolument. Et du coup, j'ai envie de vous passer la parole, Frédéric en particulier, parce que évidemment, Vincent a utilisé le mot émotionnel. Donc, il me semble normal de vous laisser parler. Oui, eh ben, merci. Merci Vincent pour ton introduction. Alors, pour une fois, je pense que je suis d'accord avec toi sur une partie, mais peut-être pas là où tu m'attends en fait. En fait, cette digitalisation, je pense que tu vas être d'accord avec moi, elle donne encore plus de rôle à l'humain finalement. Elle enlève une partie du job, on va voir laquelle, mais donc elle sublime ce qui reste du job de commercial où on a besoin de l'humain. Et il faut voir pourquoi je dis sublime. C'est-à-dire qu'en fait, on est, si on revient aux fondamentaux de la vente, un des grands fondamentaux, ce que doit faire le commercial, c'est créer de la confiance. Évidemment, si tu n'as pas confiance, tu n'achètes pas, quoi. Et cette confiance, elle doit être créée à 3 niveaux. Il doit créer la confiance dans l'entreprise qu'il représente, il doit créer la confiance dans la solution qu'il propose, et il doit créer la confiance dans la personne qu'il est. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on est dans un monde qui est un monde de défiance. Ça veut dire que ce job du commercial il devient extrêmement compliqué. Et quand je dis qu'on est dans un monde de défiance, il n'y a qu'à voir le taux d'abstention aux élections qui est juste, je ne fais plus confiance dans la sphère politique pour résoudre mes problèmes, donc je ne vais même pas voter. Je remets en cause finalement le système démocratique. La défiance, c'est si j'annonce que je lance des nouvelles lasagnes surgelées, tout le monde va penser viande de cheval. La défiance, c'est si je dis, tiens, on va avoir un vaccin, tout le monde se dit, oh là là, théorie du complot. Enfin, tu vois, on est dans un monde de défiance. Donc, ça rend le job du commercial compliqué. Et finalement, tous ces outils dont on parle, ça rend le job du commercial encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que finalement, ce que tu dis, Vincent, c'est qu'une grande partie de la maturation du cycle d'achat du client va se faire par ces outils d'information et il va aller sur des sites, j'allais dire corporate, de fournisseurs qui vont expliquer leurs produits, il va aller sur des sites d'utilisateurs, il va aller sur LinkedIn, il va aller voir les réseaux et finalement un client entre je ne sais pas que la solution existe, tiens je la prends sur Internet, tiens je me renseigne sur Internet et sur mes réseaux, et tiens peut-être pourquoi pas je vais commencer à réfléchir si c'est possible pour moi. Donc tout ce cycle-là, c'est plus le commercial qui le fait, comme il le faisait avant. Et donc c'est extrêmement important, hein. C'est-à-dire que le premier rendez-vous, je t'appelle, je t'explique qu'il y a un produit, tout ça c'est terminé. Donc ça veut dire qu'il est assez... On dit de manière générale hein, que 60% du sales cycle est fait par le client tout seul et que le commercial, il arrive à ce moment-là. Donc, toute cette partie où il pouvait créer la confiance, c'est fait par les outils, c'est fait par le marketing aujourd'hui en réalité. Hein. Et donc, la confiance dans la boîte, la confiance dans les produits, c'est plus le commercial qui le fait. Et finalement, là où il va faire la différence, c'est la confiance dans lui, dans la personne. Ce qui m'amène à ce que j'appelle la théorie du point de contact.
Si tous ces outils permettent au client de maturer son approche, ça lui permet aussi, et c'est là où on a toute l'approche inbound marketing, dans sa recherche et dans sa maturation, d'isoler 2 ou 3 entreprises qui pourraient répondre à son besoin. Et finalement, quand il décide de passer à l'action, il va éventuellement rédiger un cahier des charges, pas avec le commercial, tout seul, ou avec des consultants, et il va appeler les 2-3 boîtes qu'il a vues grâce au travail excellent du marketing qui s'est positionné comme expert sur ce métier-là. Et il va appeler ces 3 boîtes en disant j'ai un besoin, est-ce que vous voulez m'envoyer un commercial? Et c'est là que le commercial arrive en face du prospect qui dit voilà, j'ai étudié, voilà mon besoin, voilà mon cahier des charges. Donc ça prend en général 25 minutes. Vous avez 5 minutes de questions. Je suis très schématique, évidemment, c'est jamais comme ça. Mais en gros, j'ai une demi-heure, 1 heure avec mon prospect où il m'explique son besoin. Il me dit, est-ce que vous êtes capable de répondre? Je dis oui. Vous revenez me voir dans 3 semaines à l'oral de l'appel d'offres. Et là, j'ai de nouveau une demi-heure ou 1 heure pour faire la différence. Donc, si je simplifie, le job de commercial aujourd'hui, c'est d'arriver à faire la différence avec les concurrents, c'est d'arriver à vendre la valeur en 1 heure d'appel d'offres. Et pas en 10 rendez-vous, le dîner, le repas, le relationship selling, etc. Alors, je parle de chasse, je ne parle pas d'élevage. Ce qui est quand même très particulier, si tu veux. Ça veut dire qu'en fait, toutes les méthodes de vente aujourd'hui d'un commercial, elles doivent être comment je fais pour créer cette confiance, pour faire la différence dans cette demi-heure, 3/4 d'heure, dans cette heure que j'ai en face de ou de mes prospects, parce que je peux en avoir 12 autour de la table. Et on voit bien que ça révolutionne complètement, finalement, la méthode de vente et le savoir-faire de vente. Donc, l'impact de tous ces outils marketing fait qu'à un moment donné, je ne peux plus vendre comme avant. Ce qui est un vrai sujet, parce que quand tu regardes aujourd'hui les cursus traditionnels commerciaux, 80%, ça date des années 20, les techniques. Tu en as ensuite 10% qui datent des années 60 et puis 10% qui datent des années 80. Donc, on est quand même en 2020 et donc c'est là où on commence à s'interroger sur comment mon métier de commercial a changé aujourd'hui. Et donc, il est devenu essentiel parce que finalement, toute l'histoire que j'ai racontée avec le marketing, tout le travail que j'ai fait sur les produits, c'est la manière dont le commercial va raconter son histoire dans la demi-heure où il est en face du prospect qui va faire la différence. Et c'est juste essentiel, quoi. Je suis tout à fait d'accord, c'est un rôle de rassurance. Et après, toute la question, c'est comment on fait en sorte d'amener notre client. Maintenant, et c'est là, Thibaut, qui est arrivé, apporte bien beaucoup de valeur. Absolument. Absolument. Et avant qu'on rentre dans l'alignement marketing-vente, parce que je suis sûre que c'est vraiment un sujet qu'on va aborder lors de cette table ronde, je voulais déjà accueillir Thibaut, bien sûr. Bonjour Thibaut. Merci de nous avoir rejoints malgré les difficultés techniques. Et en fait, avant qu'on plonge dans cet alignement marketing-vente, Thibaut, il me semble que dans le cadre de vos activités, vous faites un benchmark des commerciaux et peut-être que vous pouvez nous apporter quelques chiffres, en fait, pour rebondir sur les constats qui ont été posés par Vincent et Frédéric. Ah, Thibaut, on ne vous entend pas. D'accord, très bien. Alors, Vincent, je te laisse continuer sur le sujet. Ouais, alors, vous voulez rebondir sur ce qu'a dit Frédéric. Oui, bien sûr. Du coup, je fais la transition avec ce que je disais tout à l'heure. C'est comment on les attire, ces clients-là. Alors, on me pose souvent la question, alors ce que tu dis, c'est bien, mais ça marche pour les grosses boîtes, pour une petite, ça ne marche pas. Moi, j'ai une boîte, on est 7, elle a 3 ans, YouMonkeys, et on est parti d'un principe il y a 3 ans quand on s'est créé, c'est que je ne prospecterai jamais. C'est difficile de dire ça quand on est en plus de culture commerciale et qu'on ait une expérience commerciale, mais c'est justement parce que je crois que j'avais trop fait que je me suis dit maintenant, je vais utiliser YouMonkeys comme un laboratoire. Et ça marche, c'est pas simple, c'est un état d'esprit très différent d'abord, parce que ça veut dire que le commercial ou le responsable commercial doit devenir un architecte qui mixe entre une organisation, des process, des outils, parfois plutôt élaborés, de marketing automation, de data analyse, de scoring, de social selling, de stratégie d'inbound. Ça lui complexifie énormément son travail. Par contre, une fois que c'est mis en place, en fait, on capitalise tout ça. Et la vraie question, et je rebondis sur ce que tu disais, Frédéric, c'est que en
en fait, tout le travail du marketing, alors j'aime pas trop parler de marketing parce que pour moi, marketing vente, c'est la même chose à peu près, mais c'est de donner confiance, déjà de s'afficher, d'être là, de donner confiance à un client sur notre capacité à faire. Donc, ça fait déjà deux choses. Comment être là, comment donner confiance, comment nous contacter, comment nous, on sait qu'il interagit avec nous pour pouvoir, après, soit l'appeler, soit que lui nous appelle. Et le travail après, c'est la rassurance du client. Donc, je vois que Thibaut est arrivé, donc il va pouvoir prendre le relais. Merci, Vincent. On fait avec un exemple très précis pour quelques milliers d'euros, comme on a commencé. Mais Thibaut a retrouvé la voie. N'est-ce pas? Merci, la voix. Et comme quoi, le commercial doit être agile, malgré sa maîtrise des technologies. Alors, merci Laura. Effectivement, il y a un benchmark. Juste avant de commencer le benchmark, je vais raconter une histoire. C'est celle d'un jardinier. Et le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Le bon jardinier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il a un contrat et il fait évoluer son contrat. Comment il fait évoluer son contrat? Il arrive chez son client et il dit « Tenez, je vous amène un robot pour tondre la pelouse. » Et donc, la personne en face lui dit « Mais vous allez réduire votre temps de prestation, donc vous allez réduire votre tarif. » Non, non, pas du tout. Je vais m'occuper de vos buis, je vais m'occuper de vos arbres, je vais m'occuper de tout ce qui fait encore plus beau votre jardin, ce que je n'avais pas le temps de faire avant parce que je poussais une tondeuse. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les commerciaux. Et c'est ce que disait Frédéric, c'est ce qu'introduisait Vincent, c'est qu'aujourd'hui, le commercial, en utilisant les outils, va pouvoir éviter de travailler sur les tâches répétitives qui n'ont plus aucune valeur ajoutée parce que les outils sont là. Et il va pouvoir travailler sur tout ce qui est très fin et la partie émotionnelle de la vente et tous ces éléments-là. Alors, tu me posais la question du benchmark, Laura. Effectivement, depuis un peu plus d'un an, je fais un benchmark auprès d'étudiants qui sont des alternants, donc qui sont en entreprise, dans le monde de l'IT, dans le monde du service, essentiellement, qui sont des ingénieurs d'affaires en master, et ça fait déjà 1 à 2 ans qu'ils travaillent. Et j'ai 324 réponses. Là-dessus, j'ai exactement 87,35% qui font de la prospection et de la vente. Donc, on est plein dedans. Et les autres font de la vente indirecte et de l'élevage. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est, première chose, il y a dans les chiffres basiques, seuls 74% des commerciaux sont conscients d'avoir un CRM. Et ça, je suis halluciné. On est dans le monde de l'IT, on n'est pas dans le monde du low-tech, on est dans le monde du high-tech. Et seuls 74% de ces commerciaux sont conscients d'utiliser un CRM, ont un CRM, grosso modo. Et quand on les fait parler entre eux, d'un seul coup, on voit ceux qui n'ont pas de CRM qui deviennent livides parce qu'ils se rendent compte de tout ce qui manque. Et surtout, dès qu'on parle de scoring. Donc, d'analyse comportementale et tous ces éléments qui permettent d'avoir une action efficace au bon moment. Deuxième chiffre, c'est, alors là, le confinement a fait bousculer les frontières, c'est 78% utilisent LinkedIn en gratuit. Donc 78% pour leurs actions commerciales, tous sont sur LinkedIn, mais 78% l'utilisent pour leur action commerciale. Alors, quand on leur pose la question pourquoi, ils disent d'abord connaître mon interlocuteur. Très bien, ils font une veille avant de téléphoner à une personne pour savoir qui elle est. Et ça, LinkedIn est remarquable. Et ça, c'est une évolution forte. Connaître les informations sur l'entreprise et sur l'interlocuteur, ce qui s'est passé récemment. Contacter son interlocuteur, c'est les secrétaires, tous les barrages et autres. Et le complément clé, et là, je reviens sur ce que disait Frédéric, c'est qu'ils vont chercher à construire leur image pour être crédibles et légitimes quand ils vont entrer en contact. Et pour ça, ils vont apprendre à créer des posts, à communiquer, à faire de la curation de plus en plus fréquent. Hier soir encore, j'avais un dîner au sein des DCF et un DIRCO me dit « Je cherche un commercial, mais je veux que ce commercial soit hyper à l'aise sur les réseaux sociaux, soit capable d'être visible. » Et ça, c'est une évolution aussi majeure. Troisième chiffre. Juste peut-être. Vas-y. Ouais. Est-ce que tu n'as pas ressenti justement chez les jeunes une sorte d'ambiguïté en disant mais c'est mon profil personnel, quoi. C'est pas le problème du directeur commercial. Je m'en sers comme je veux, mais c'est pas, tu vois cette ambiguïté avec ta question est.
Ta question est vitale et ça me permet de donner une clarification qui est très importante. Le profil est personnel. Soyons clairs, mon profil, c'est celui qui va me suivre toute ma vie, moi, Thibaut Duclosiou, et je vais changer de boîte. Donc, il m'appartient. Et tu as parlé du customer journey, de tout ce temps que le prospect passe avant de nous contacter. Le profil du commercial doit simplement être en cohérence avec la marque. C'est-à-dire que quand le prospect va visiter le profil du commercial, il doit être en confiance en disant « Ah ben oui, il représente bien la marque ». Exactement comme jadis, on mettait une veste, une cravate, parce qu'on représentait une marque. C'est exactement la même chose. On doit mettre les valeurs, l'ADN, la vision, tous ces éléments qui vont faire que je suis en confiance, puisque sans confiance, pas de vente. Si je génère le doute, par contre, sur mon profil, là, je suis dans l'erreur en tant que commercial. Et donc là, ils ont besoin des marketeurs quand même un peu, les commerciaux, pour faire tout ça sur leur profil. Je crois qu'aujourd'hui, les nouveaux commerciaux, en tout cas ceux que je vois naître, sont totalement autonomes là-dessus parce qu'ils sont capables de poser les bonnes questions au marketing en disant c'est quoi l'ADN, c'est quoi la vision, c'est voire d'aller le chercher et de le mettre en œuvre avec leurs propres mots, leur propre personnalité. Parce que ce que disait Frédéric aussi, je rebondis dessus, ce qui est important, c'est la relation entre deux personnes et dans la vente aussi. Les outils sont là pour éviter toutes les tâches répétitives, mais l'important, c'est comment moi, je vais générer de la confiance et je vais challenger mon client et l'amener à prendre une décision, le révéler. Alors, dans les autres chiffres, alors ça, c'est un chiffre qui me surprend et je vois que Michel Brébion est ici. C'est seuls 15% savent que leur entreprise utilise une solution de marketing automation. Donc, une solution qui permet d'amplifier la relation avec des prospects ou des clients en les nurturant, donc en les éduquant, en leur donnant la capacité de grandir ensemble. Et ça, pareil, quand on commence à rentrer là-dessus, les commerciaux disent « mais c'est juste génial ce truc ». Parce que ça fait du scoring comportemental. Moi, ça me permet de savoir quels sont les prospects les plus intéressés par ce dont on parle. Et ça fait partie pour moi des projets d'avenir que de se lancer à fond sur le marketing automation. En tout cas, c'est ce que dit le benchmark. 3 chiffres maintenant sur, ça c'était vraiment les basiques, CRM, LinkedIn et marketing automation. Maintenant, 3 autres chiffres. C'est les chiffres c'est là où il y a eu plus d'évolution. Premier, c'est les hacks, le hacking. Ouais. Le hacking, aujourd'hui, on est à 22%, ce qui déjà est beaucoup. 22% de commerciaux qui utilisent des hacks pour trouver les numéros de téléphone mobile, pour trouver des emails, et la personne. 22%. C'est énorme. Et ça, le chiffre a explosé pendant le confinement. Deuxième chose, c'est ça, c'était le téléphone. Sur le hack d'email, séquençage d'email, ce qu'on appelle le sales automation, on est à 11%. Là, je trouve que ça évolue, mais lentement, et pourtant, ça pourrait aller plus loin. Et puis, le dernier chiffre, c'est, et là, il y a un manque colossal, c'est 25% utilisent LinkedIn en mode payant. Alors, pourquoi je dis qu'il y a un manque colossal? Parce que les commerciaux, pareil, une fois qu'ils discutent avec leur pairs, ils font « Ah ouais, mais j'ai pas ça, j'ai pas ces super pouvoirs », et ils pleurent. Et ils pleurent. Et quand on discute avec les directeurs commerciaux, pour le coup, ils disent « Ouais, mais pourquoi je vais payer une licence Sales Navigator? Ça coûte une fortune, comme tous les outils d'ailleurs, ça coûte une blinde. » Eh bien, en fait, la leçon la plus simple, elle est donner la licence Sales Navigator en donnant les techniques, en apprenant, laissez-la pendant 3 mois, le commercial l'utilise, laissez-lui, il ne l'utilise pas, enlevez-lui. Et ça, c'est la bonne pratique. Donc, la grande, comment dire, la grande leçon de ce benchmark, quelque part, et on pourra aller plus loin en parlant d'automatisation, mais ça sera un deuxième sujet, c'est qu'en fait, les commerciaux sont de plus en plus des marketeurs. Mais là où le marketeur fait du marketing robuste, du thought leadership, le commercial est un marketeur de l'instant. Et on parlera tout à l'heure de compelling event et de tous ces sujets-là. Oui, merci, merci beaucoup Thibaut. Je pense que Vincent, ça doit te faire réagir, cette histoire des outils, de l'automatisation, etc.
Ouais, il y a deux choses qui me font réagir. Alors déjà, moi, je cautionne tout ce qui a été dit et donc très très bien. Merci Thibaut. Moi, il y a deux choses qui me percutent. C'est on parle de marketing et de commerce. Alors je veux pas ouvrir le débat parce qu'on pourra en parler pendant 4 jours et personne n'aurait de réponse. Mais en fait, le client, il s'en fiche de savoir si c'est du commerce ou du marketing. Le client, lui, il veut suivre un chemin, il veut suivre une logique, il veut suivre une succession d'émotions positives. C'est toujours ce que je dis, c'est l'expérience client, c'est une succession d'émotions positives, si possible. Si elle est négative, le client s'en va. Si elle est positive, naturellement, il continue à l'étape d'après. Donc, le client, lui, il suit une succession d'émotions positives. Qu'est-ce qui est fait par le marketing? Qu'est-ce qui est fait par le commerce? Honnêtement, il s'en fiche un peu. Et qui a commencé de la stratégie, de la logique, de la tactique? En plus, les deux doivent travailler ensemble. Donc, il y a une petite, il y a une séparation des deux qui, pour moi, date plutôt des années 90 et qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui, parce qu'on doit travailler en transverse. Et après qu'on ait un statut ou le nom de marketing ou commerce, peut-être, ça dissocie un petit peu les rôles, mais dans la structure d'entreprise, ce n'est pas nécessaire. Après, les deux utilisent des outils. Je reviens sur ce que disait Thibaut sur le CRM. Et pourquoi peut-être que beaucoup n'utilisent pas de CRM. En fait, je pense qu'on a aussi une mauvaise vision de ce qu'est le CRM. On pense que le CRM, c'est de quoi stocker nos données et nous rappeler les tâches qu'on a à faire et puis donner quelques stats si on est une plus grosse boîte à sa direction pour voir si on bosse bien ou s'il y a du contenu et puis utiliser les emails pour faire des mailings derrière. Si on s'arrête effectivement à ça, on n'est pas bon, ce n'est pas la bonne vision du CRM. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que on parle toujours de data et qu'on soit une petite boîte ou une grosse boîte, notre action, elle doit tourner autour de la data. Cette data, il y a deux challenges. Le premier, c'est de l'acquérir. Et le deuxième, c'est de l'utiliser pour faire la transformation sur du client derrière. Et éventuellement, après, la troisième étape, c'est de continuer à fidéliser. Mais la première étape, c'est d'acquérir. Comment j'acquiers grâce à la data? Et là, il n'est plus question de marketing ou de commerce. Les deux utilisent la même data. Les deux vont la compiler, les deux vont l'exploiter. Après, à des niveaux différents. Donc, la question, ça va être de comment je structure cette base de données, quelle data j'utilise. Nous, par exemple, on ne fait pas d'acquisition de base de données, on n'utilise pas, peut-être qu'on le fera un jour, mais des outils que Thibaut connaît très bien, qui nous permettent de constituer avec de l'open data, avec tout un tas de choses, des bases beaucoup plus complètes peut-être. Nous, on est parti, parce qu'on est une petite boîte, du principe que cette data, on allait l'acquérir par les réseaux sociaux, par un blog, par notre site web et par des newsletters. Ça veut dire que, essentiellement, ça veut dire qu'il faut générer de l'attraction avant de capter de la data. Cette attraction, on ne va pas la faire en appelant des gens. Donc, il va falloir mettre en place déjà en amont un certain nombre d'outils qui peuvent être liés au référencement. Et là, je rajoute une couche de comment je me positionne sur Internet, essentiellement, en SEO, en SEA. Est-ce que je sais le faire tout seul? Est-ce que je ne sais pas le faire tout seul? Sur quoi je me base? Si j'ai un très bon réseau, nous on a commencé comme ça, j'ai la chance d'avoir plutôt un très bon réseau de par mes activités historiques, on a fait plutôt du SEO, donc plutôt de l'organique, donc plutôt de la notoriété face avec notre blog, avec différents réseaux, et là on acquiert. Mais pour acquérir, il faut qu'à un moment donné, la personne, on capte sa data. Sa data, ce n'est pas juste son numéro de téléphone, son email et son nom, sa boîte, c'est par quoi elle est intéressée. Donc, en fait, on rentre dans une logique de data comportementale. Cette data comportementale, c'est si une personne est intéressée par mon catalogue ou par un test gratuit ou par un rendez-vous, ce n'est pas la même chose et je ne vais pas la traiter pareil. Donc, ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, nous, on est dans un monde, dans une maturité un peu différente, c'est que mon réseau ne suffit plus d'une certaine manière, puis je n'ai pas envie d'utiliser que mon réseau, donc on est allé acquérir de la data ailleurs. Donc, on va rentrer dans une logique plutôt SEA. Et donc là, on incrémente notre acquisition par des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas du tout dans notre sphère, mais qu'on va aller chercher par des techniques de référencement que nous, on n'a pas, mais qu'il a fallu acquérir via une agence externe. Et quand je vois ce qu'ils font, je me dis que jamais on n'aurait pu monter tout ça, même en 1 an ou 2 ans, on n'aurait pas acquis la technique. Donc,
c'est tous ces outils-là qu'il faut mettre en place avec une granularité, en tout cas un début de travail qui, moi, c'est ce que je dis, on dit par quoi on commence, bah, c'est toujours par ses forces. Moi, ma force, c'était mon réseau. J'ai commencé par du SEO et acquérir sur mon réseau. Maintenant, c'est plus assez, donc je le fais autrement. Donc, et derrière, c'est et du market et du commerce, et les deux travaillent ensemble pour pouvoir traiter cette data. Là, je ne parle que d'acquisition. Je veux laisser la parole aussi à mes confrères et amis. Mais vous voyez déjà la logique. Et encore une fois, on a commencé, on était 3 dans la boîte. On aurait été 3000, je pense qu'on aurait eu à peu près la même démarche, peut-être avec des boucles de décision et des gens qui se disputent beaucoup plus que dans ma boîte où j'ai fait ça de manière un peu autocratique. Donc, c'était plus rapide. Mais en attendant, voilà la logique qu'il faut avoir aujourd'hui dans le commerce. Et juste pour finir avec, en rebond, en parlant d'émotion et de ce qu'on disait tout à l'heure avec Frédéric, on me dit souvent, mettre du digital, c'est pas de l'émotion. Non, on a tous pleuré de son canapé. Pourtant, un film, c'est de la technologie, c'est du distanciel. Il n'y a pas quelqu'un qui vous fait pleurer en face. C'est exactement pareil dans le commerce. Vous pouvez rire, vous pouvez stresser, vous pouvez vous rassurer, vous pouvez avoir de la joie, vous pouvez avoir 1000 émotions à travers des outils distanciels à partir du moment où l'expérience, elle est belle. Et ça, c'est de l'humain qui le travaille derrière. Du market, du commerce, de la com, du graphisme, de tout ça. Merci, merci beaucoup Vincent. Et justement, je voulais repasser la parole à Frédéric parce que par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure autour des méthodes des commerciaux qui n'ont pas évolué depuis des années, etc. Et puis évidemment, Vincent a retendu la perche de l'émotionnel. Mais moi, j'ai quand même une question peut-être un peu provoque, mais ça n'existe plus alors les Natural Born Sellers? Si, parce que bon, évidemment là, on fait comme tous les consultants, là tous les trois, on est en train de te projeter le monde de demain, quoi. Enfin bon, il y a quand même la réalité, tu vois. La réalité, c'est que tout le monde n'en est pas là. Tu as encore des gens qui prennent leur voiture, leur téléphone, etc. Donc oui, il y en a toujours. J'aurais peut-être quand même rebondir sur les deux interventions de Thibaut et de Vincent, parce que Vincent, il a commencé une très belle introduction en nous expliquant que grâce au digital, on serait dans l'éthique. Et puis Thibaut nous explique que grâce au digital, on va faire du hack, choper les téléphones, les mails, et qu'on va aller encore plus vite téléphoner le samedi matin aux gens parce qu'on aura leur téléphone perso qu'on aura hacké, quoi. Donc déjà, je peux dire pire. Tu peux dire, oui, non, ne dis pas ce que tu as. Donc, bon, ça me fait marrer la notion. On peut toujours s'interroger sur cette notion d'éthique dont on parle. Moi, après, les outils, tu vois, je suis pour quand on intervient dans des missions sur la performance commerciale, et je pense que c'est vraiment un truc à avoir en tête pour tout le monde. On va voir le directeur commercial, on lui dit, ben voilà, votre coût commercial, quand vous recrutez quelqu'un, vous avez son salaire fixe de base, bon, on va travailler, vous avez sa rémunération variable, vous avez éventuellement une voiture, et après, vous avez les outils. Et la question qu'on pose, c'est en outils digitaux, donc pour sa performance commerciale, en général, ça va de 0 à 800 € par mois et par commercial, en fonction des business et modèles. Vous en êtes où? Sachant qu'on tourne assez facilement autour de 200, 250 sur un équipement minimal, quoi. Et là, tu vois tout de suite le niveau de productivité. Tu parlais tout à l'heure du jardinier Thibaut, tu vois, qui tond ses clients, non, pardon, qui tond la pelouse. Et en fait, tu vois tout de suite, si tu as juste 50 € d'investissement dans un CRM dont tu n'as pas pris toutes les options, à celui qui a 500 € parce qu'il a une application Touch and Sell de tablette, parce qu'il a un CRM avec toutes les options possibles, parce qu'il a tu vois, un tilki pour savoir quand le client ouvre la réponse à appel d'offres, sur quelle page il est resté, combien de temps, parce que, etc., etc. Évidemment qu'ils ne sont pas au même niveau, tu vois, de productivité, de performance, etc. Donc, je crois que se poser cette première question, et il y a des listes d'outils, il y en a plein, tu en as cité quelques-uns, il y en a plein, c'est vraiment intéressant. Ensuite, le Natural Born Seller, pour répondre à ta question, moi, c'est une question, tu sais, pourquoi tu parlais du livre, gentiment, je te remercie Laura, la négociation émotionnelle. Moi, pendant 2 ans, j'ai fait des tours, des directions commerciales, pour essayer de répondre à une question qui était essentielle, c'est quelle est la différence entre les top vendeurs, tu vois, et les bons. Et il y en a une, hein, je veux dire, dans n'importe quel business, aujourd'hui en B2B,
10% des commerciaux font 80% du newbies. Alors que 70, 80. Tu vois. Et quand tu demandes à un directeur commercial, et alors peu importe les effets marketing avant, hein, tu vois, la courbe de Gauss est toujours la même. Hein. Et tu pourrais dire le marketing va aider la moyenne de rattraper les meilleurs. Non, pas du tout. Cet écart, c'est toujours le même dans tous les business. Et donc tu te dis, mais voilà, qu'est-ce qui fait la différence, si tu veux? Et tous les directeurs commerciaux te disent, bah finalement, c'est le talent, quoi. Le type, il est né comme ça. Tu vas voir les commerciaux, moi j'en ai un, il m'a dit, je suis Usain Bolt de la vente. Tu vois. En fait, personne ne sait, tu vois. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le fondamental, c'est sur les 3 niveaux de confiance qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les très très bons, ils réussissent dans ce peu de temps à créer la confiance dans la personne qu'ils sont, tu vois. Et une fois de plus, hein, tout ce qui est confiance, la marque, le produit, ça a été fait par le marketing. Donc, ce qui fait que les moyens sont de plus en plus moyens parce qu'ils arrivent tous avec cette force du marketing, du produit, de l'assurance. Bon. Et les meilleurs se distinguent de plus en plus parce que justement, ils réussissent à faire cette différence personnelle. Et ça, c'est vraiment important. Et une fois de plus, je parle de la chasse. Après, on pourrait parler de l'élevage, qui est dans beaucoup de business une partie importante. Et là aussi, l'humain est super important parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des business quand vous avez ce qu'on appelle des key account managers, hein, des gens qui sont censés développer les comptes, c'est qu'ils descendent dans l'échelle hiérarchique au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'au début, si vous avez un produit stratégique, vous allez négocier avec les C-level, puis après, quand ça se met en route, vous descendez d'un cran, puis quand ça devient de la routine, vous descendez encore d'un cran, et le commercial, il suit cette descente dans la relation hiérarchique. Et le jour où le DSI, le directeur marketing, peu importe, le directeur industriel a changé, ben, j'ai plus le contact. Et ça, c'est un vrai sujet parce que finalement, le commercial qui est capable de garder la relation à haut niveau, le vrai qui a compte, ça reste, tu vois, ça reste de l'humain. C'est pas de l'outil. Et c'est pas parce que j'envoie des emails, des livres blancs au directeur industriel, parce que tous mes concurrents, ils font pareil. Donc, c'est vraiment moi qui dois garder cette relation. Donc ça, c'est vraiment un élément qui, enfin, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, bon, enfin, on pourrait parler des heures hein, sur ce rôle de la vente, mais moi, je trouve que l'humain est vraiment, vraiment très important. On voit, nous, on le voit, tu vois, il y a eu la crise du Covid. Là. Il y a eu 2 types de commerciaux à la reprise. Je parle de la reprise, tu vois, il y a eu en mai-juin l'année dernière, puis après, ça a repris. Tu avais des commerciaux qui étaient à l'ancienne, j'allais dire, très axés, vente transactionnelle, produits, etc. Bon, bah, ils n'avaient rien à dire à leurs clients parce qu'ils n'avaient pas de produits, enfin, il n'y a pas de vente, ils étaient chez eux, hein. Ils ne les appelaient pas. Et donc après, quand il a fallu revenir pour reparler produits, sachant qu'on ne savait pas du tout ce qui s'était passé pour les clients d'un point de vue émotionnel, est-ce qu'ils ont été malades, est-ce qu'ils ont perdu des proches, comment va le business, je ne les ai pas appelés parce que je n'avais rien à leur dire. Ben, ceux-là, ils étaient vraiment en grande difficulté. Et tous les commerciaux qui avaient réussi à créer ce relationnel, cette émotion, tu vois, ce lien, ben eux, ils avaient continué à passer des appels, non pas pour vendre des produits, mais juste pour savoir comment ça allait. Et eux, ça s'est très, très bien passé. Et donc, on voit bien cette mutation, tu vois, de la relation commerciale qui était, pour ceux, en tout cas, qui étaient déjà relationnels, c'est super, ça s'accentue. Et pour ceux qui étaient juste produits, ben, c'est terminé, quoi. Enfin, c'est out, quoi. Alors, Frédéric, si tu... Oui. Pardon, là justement Thibaut, j'allais te demander si toi tu faisais ce constat aussi sur ce qui s'était passé. Alors, je fais avec constat, je vais en rajouter un troisième, c'est qu'il y a un troisième type de commerciaux, c'est ceux qui ont appris les techniques de challenging selling et qui ont en fait lu les rapports d'activité des sociétés, ont constaté ce que disaient les présidents de très grandes boîtes et ils ont lu dans ces rapports de société à partir de fin juillet de l'année dernière, ils ont lu aujourd'hui ce qu'on a constaté, sortie de premier confinement, tout le business s'est accéléré. Et on s'est retrouvé en grande difficulté pour mettre en œuvre. Et donc, en fait, lors du deuxième confinement, les meilleurs commerciaux qui sont des gens qui s'intéressent au marché, qui s'intéressent au temps, aux entreprises, sont retournés en chasse en disant « Écoutez, j'ai bien lu votre rapport d'activité de l'année dernière et ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait absolument, pendant ce temps de confinement, vous vous prépariez à la future ressortie, enfin à la future ouverture. » Et donc, comme ça, ils ont réussi à... pas de porte d'entrée. Et je reviens sur ce sujet, sur les nouvelles pratiques commerciales. Hein. Vas-y, Frédéric, et après je voudrais juste rebondir, Thibaut, parce que moi, j'adhère complètement à l'inside selling, ou tu l'appelais challenging selling, peu importe. Mais le vrai sujet,
c'est que pour être capable de le faire, tu vois, il faut avoir des savoir-faire commerciaux qui sont extrêmement évolués, qui sont très fondés sur l'émotionnel. Si tu es un commercial produit, Oui. je peux te donner tous les rapports du monde, tu vois, tu n'iras pas appeler le Je suis C-level d'accord. pour lui parler stratégie, etc. Tu as tout à fait raison. Et si vous vous souvenez, vous le connaissez tous, donc pardon, j'ouvre une porte ouverte, mais Forrester avait dit 500 000 postes de commerciaux vont disparaître. C'était une réalité parce qu'en fait, il disait mais tous ceux qui faisaient de la vente transactionnelle allaient mourir parce que le e-commerce allait les remplacer. Ce qui était très vrai et ce qui est toujours très vrai. C'est-à-dire ceux qui sont déjà... Et les plus jeunes sont clairement formés dans cette idée-là. Et je m'appuie sur les programmes de Redis, par exemple, qui est vraiment l'école spécialisée sur la formation MBA. Eh bien, quand on regarde leur programme, c'est un programme où on apprend un métier technique, le monde de l'IT, qu'est-ce que le cloud, etc. Et puis, un autre métier technique, qu'est-ce que la vente? Et quelles informations on va chercher? Comment on va les présenter? Comment on est crédible? Comment on est légitime? On revient à tout ce que Vincent et toi, Frédéric, vous avez dit. Et je vais aller encore un cran plus loin dans les constats outils. On a vécu ces dernières années essentiellement par le marketing. Les outils ont facilité un cycle, on va dire, c'est le spam. On a tous été spammés, les marketeurs, et moi en tant que directeur marketing, fut une époque, j'envoyais sur des masses colossales d'emails. Et puis, à faire ça, on a tous cassé la machine, et puis les résultats se sont cassés la figure de manière monstrueuse. Et donc aujourd'hui, l'automatisation existe toujours. La pratiquer. Mais la différence, et c'est ce que font, c'est dans les nouvelles pratiques commerciales, c'est que les commerciaux aujourd'hui utilisent l'automatisation sous forme, le mot le plus clair, c'est robot processing automation. Le robot qui fait la tâche que tu faisais, qui était répétitive. Donc la tâche sans aucune valeur ajoutée. Et donc, encore une fois, le commercial se concentre sur cette partie humaine dont tu parles très bien, Frédéric. Et donc, les commerciaux, pour faire ça bien, qu'est-ce qu'ils font? Avant, ce qu'ils faisaient, ils prenaient LinkedIn, ils faisaient un ciblage sur tous ceux qui avaient un titre, et puis en avant, le même message pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire de la veille sur leur marché. Ils vont chercher ce qu'on appelle du compelling event, c'est-à-dire une information qui dit que une entreprise, une personne, enfin un groupe d'entreprises, un segment d'entreprises, d'un seul coup passe dans un must-have par rapport à un contexte donné et à l'offre que je pourrais leur proposer. Ils ont telle situation qui fait que finalement, mon offre devient obligatoire. Et c'est là où ils créent un ciblage sur 10, 20, 30 entreprises. Pas beaucoup, hein. Et là, par contre, ils vont faire un effort rapide et intense pour avoir des contacts sur ces 30 entreprises. Donc, ils ne vont plus faire du spam. Ils ne vont plus faire du 3000 entreprises, du 1000, du 500. Ils vont faire 30. Et ces 30-là, c'est rapide, c'est intense. Et ils savent pourquoi ils les appellent. Et ils savent les challenger, les incentiver, les provoquer en disant « Mais regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre opinion sur la situation ?» Alors, c'est une superbe transition pour la dernière masterclass de la journée qui sera autour du baromètre sur l'ABM, hein, qui sera cet après-midi. Bien sûr, c'est exactement ces logiques-là. Donc, on est bien d'accord qu'il y a la question du job to be done. Quel est le problème pour pouvoir identifier en fait les entreprises qui ont ce problème à résoudre, ou là la collaboration aussi avec le marketing en termes de veille, d'abord pour définir ce job to be done pour que les commerciaux aient ensuite les outils pour ou en tout cas les mots-clés, les alertes, les tools pour pouvoir repérer tous les signaux faibles dans un groupe d'entreprises qu'ils suivront en veille sur LinkedIn. Évidemment, en essayant d'arrêter d'envoyer des milliards de mails, et je pense qu'on sera tous reconnaissants à tous les commerciaux d'arrêter d'envoyer des milliards de mails non ciblés sur LinkedIn, même si LinkedIn a fait un gros travail pour le réduire, pour ensuite avoir des relations, enfin vraiment des conversations et des relations d'humain à humain. Et là, je pense que Vincent et Frédéric seront d'accord avec cela, n'est-ce pas, Vincent? Ouais, tout à fait. Et si je veux aller même encore plus loin, passionnément, j'ai envie de dire. Et il y a quelque chose que je voudrais aborder quand même absolument dans cette disruption du commerce. C'est deux points essentiels.
et qui sont parallèles. Le premier point, c'est celui peut-être du rêve. Et l'autre, c'est celui du risque. Le rêve d'un directeur commercial ou d'un dirigeant d'entreprise, c'est quoi? On dit souvent, c'est de gagner plein d'argent, c'est son Graal, c'est de gagner plein d'argent. En fait, c'est pas ça. Le Graal du chef d'entreprise, c'est de prédire l'avenir. C'est de savoir ce qui va se passer. Si vous pouvez considérer à un moment donné un monde d'entreprise où vous connaissez l'avenir, imaginons-le 30 secondes. Ça veut dire que vous savez ce que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, combien vous allez vendre, pourquoi, à quel moment, ce que vous allez gagner. Ça nous plonge dans un monde qui change la vision du commerce, bien sûr, qui change la vision du management, qui change même potentiellement la finalité de l'entreprise. Peut-être moins de stress, peut-être moins de burn-out aussi, peut-être un recrutement de profils différents. Mais ça nous plonge surtout dans un monde dans lequel on va positionner à un moment donné cet avenir prédit, d'une certaine manière, qui ne vient pas forcément d'une Madame Soleil ou d'une force obscure, qui vient de la technologie. Alors bien sûr, on ne peut pas tout prédire, évidemment, mais par contre, on peut aller vers cette forme de prédiction. La data, comme je dis toujours, la data contient une forme de vérité, là où l'humain n'a que des intuitions. Moi, je n'ai pas l'avenir. Par contre, si j'ai assez de data, si je définis mon modèle économique d'une certaine manière où je vais transformer un certain nombre de prestations plutôt en abonnement, plutôt en achat en ligne sur certaines choses, où je divise mes prestations qui peuvent être des prestations de service avec une forme d'engagement, avec une forme de fidélité. Donc, je change mon modèle économique, j'y ajoute de la data, je fais une forme d'automatisation ou en tout cas de digitalisation de tout ça. Je tends doucement, bien sûr, je ne prédis pas l'avenir à 100%, mais je tends vers une forme de prédiction, de linéarité, où je peux avoir une vision globale de mes saisonnalités et de mon avenir. Alors, à 1 mois, 2 mois, à 1 an, ça dépendra de mon modèle, ça dépendra de ce que je fais. Et là, c'est là que c'est hyper intéressant parce que la technologie m'aide d'une certaine manière à changer ce qu'est une entreprise et ce qu'est le commerce. Ça change aussi la manière de commissionner les commerciaux, les profils qu'on recrute, ça change la fonction même du commercial, bref, ça change tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la notion de risque. Quel est le plus gros risque d'une entreprise dans le commerce? Je vais parler. Eh bien, le plus gros risque, c'est l'humain. Parce que comme tout est basé sur l'humain et que l'humain est bourré de biais dans tous les sens et d'erreurs et de biais face à son environnement, il est obligatoire pour lui de faire des erreurs. Il ne peut pas ne pas faire d'erreurs. On a tous fait des erreurs en tant que commerciaux. On n'a pas appelé le client au bon moment, on a fait le mauvais prix. Un client qu'on connaît et qui a dit finalement je suis passé par un concurrent parce que ça faisait 2 mois que je ne l'avais pas appelé, parce que j'ai emmené la mauvaise personne en soutenance et l'autre personne n'a pas donné confiance, parce que je n'étais pas en forme, parce que je suis stressé, parce que j'avais d'autres clients, parce que je n'ai pas compris qui était le décideur. Bref, on fait des erreurs tout le temps. Eh bien, là, ce qui est intéressant, c'est que si je gère ma technologie, bien sûr, je vais capitaliser sur une forme, alors il n'y a pas que de la data, il y a du process, il y a tout un tas de choses. Je vais en fait réfléchir, je parlais tout à l'heure d'architecte, moi en tant que dirigeant et dirigeant commercial, je me positionne comme un architecte en me disant, de toute façon, il y aura toujours une part de risque, de toute façon, il faut de l'humain, pour de la rassurance, pour de la confiance, pour de la créativité, pour du relationnel, pour du dépannage d'un truc qui n'était pas prévu, il faut de l'humain. Mais par contre, cet humain, j'y mets un paquet de malades, comme disait tout à l'heure Frédéric, si on repositionne l'humain, je mets tout le dessus. Par contre, c'est des endroits sur lesquels peut-être il n'y a pas de risque, ou il y a déjà eu un risque, bref, en tout cas, il y a besoin de cet émotionnel. Par contre, tout le reste, je vais automatiser. Et l'automatisation, elle me sert pas forcément, je reprends ce que tu disais, Frédéric, je voulais mettre un bémol, c'est que tu parlais de automatisation, hacking, éthique, etc. L'éthique, elle est pas dans la data. L'éthique, elle est dans ce qu'on fait de la data. Chez nous, on est bourré de data. On peut tout traquer. Par contre, je peux quasiment te promettre qu'on n'a aucun client qui nous dit, franchement, les gars, vous n'êtes pas éthique commercialement, vous êtes des bourrins. Non. Donc, en fait, il faut jongler cette technologie. Pour moi, je la vois, et ce sera peut-être ma conclusion, peut-être déjà un peu en amont, c'est de dire que cette technologie, il faut la travailler pour que d'un côté, j'ai une forme de linéarité de mon business, de prédiction de mon business, et donc ça me permet de créer une entreprise moderne,
du 21e siècle avec une base technologique, avec des flux technologiques qui me permettent de positionner l'humain à un autre niveau. Et de l'autre côté, eh bien, il faut que je gère un risque. Et ce risque, effectivement, il est beaucoup posé sur l'humain. Et donc, je vais aussi utiliser la technologie pour capitaliser. Déjà, quand un humain s'en va, il part avec une partie de sa connaissance. La data, elle ne part pas, sauf si on se fait pirater pour le coup. Mais ça c'est un autre sujet. Et donc, je vais capitaliser grâce à la technologie sur tout un tas de choses. Et là aussi, repositionner l'humain là où il est le plus fort. Mais par contre, ça m'oblige à revoir mes recrutements, à revoir mes postes, à ne plus, ce que j'ai écrit dans mon livre, à ne plus, je parle de l'attaque des clones, comme dans l'opus de Star Wars, c'est on recrute des clones commerciaux. Aujourd'hui, on ne peut plus recruter des clones commerciaux, il faut recruter des humains qui font du commerce. Alors, Frédéric, je suis sûr que tu as plein de choses à répondre. Une encyclopédie. Non, merci beaucoup pour ce tremplin, Vincent. Alors, la première chose… je suis content d'être là pour t'aider à décoller. Ouais, je te remercie. Je sais que c'est ton métier en plus. C'était une blague. Alors, donc, tu as parlé de rêve et de risque. Alors, moi, tu parles de rêve, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas dans le fantasme, quoi? Parce que quand tu es pilote de chasse, tu vois, ça a vraiment été étudié ça pendant les guerres et les combats récents. Quand tu es pilote de chasse et que tu es en combat, d'accord, tu dois avoir une gestion de l'information qui est juste monstrueuse et à 360 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, tu as évidemment tout ton tableau de bord. À la radio, tu entends la tour de contrôle émergente de ton porte-avions, tes collègues, tes machins. Tu as les avions ennemis et tout d'un coup, tu as un truc d'alerte qui s'allume, tu as un missile, tu as été capté, etc. Eh bien, ceux qui se font shooter sont ceux dont le précortex n'arrive plus à prioriser le niveau d'information qui arrive. C'est-à-dire toute l'information arrive au même niveau et finalement le truc rouge qui s'allume du missile s'allume autant que le gars qui est sur le porte-avions et qui a oublié de raccrocher le micro qui dit amène-moi un café. Et c'est celui-là qui se fait shooter. Et en fait, dans l'entreprise moderne, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si j'ai trop d'informations, je ne sais plus la prioriser et finalement je ne sais plus décider. Et donc, finalement, de dire qu'on a beaucoup de data, c'est extraordinaire, je pense que ça peut être justement un bloqueur de décision, parce que sinon, je ne suis plus capable de prioriser. Et c'est là, si tu veux, où le rôle du commercial qui arrive, qui va te faire un narratif éclairant, va te permettre de décider. Donc, je pense qu'il y a un enjeu. Et moi, aujourd'hui, tu parles de LinkedIn, moi, mon fil LinkedIn, les gens que je suis, j'arrive même plus à les suivre. Il y a une masse d'infos, tout est n'importe quoi. Finalement, j'y vais, tu vois, vraiment de moins en moins, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette difficulté, finalement, avec trop de data, d'isoler la data critique. Ce qui est super important parce que je reprends ce que disait Thibaut tout à l'heure, ça me fait penser à une histoire. Ils me disent, tout d'un coup, là, sur mon marché, il y a 30 boîtes là, qui, tout d'un coup, pour elles, là, mon produit devient critique, quoi. Et donc, c'est celle-là que je vais appeler parce que c'est un peu, si tu veux, comme… ouais, je sais pas, t'es dimanche, t'es à la maison, il est 19h, et tu dis, ah mince, j'ai plus de vitamine C, je me sens un petit peu fatigué, quoi. Tu dis, ah, la pharmacie à côté est fermée, ah ben il y en a une à 20 km, j'appelle, ah oui, ils sont ouverts, il ne reste plus qu'un tube, mais c'est un truc spécial, il a 50 €, alors qu'il est à 5 € à côté, la pharmacie à côté. On est dimanche soir, est-ce que tu prends ta voiture pour aller acheter ta vitamine C 50 km? Non. On est dimanche soir, tu as un mal de crâne de dingue, il y a un painkiller, il y a un antidouleur qui est à la pharmacie à 20 km, est-ce que tu vas y aller pour 50 €? Ouais, tu vas y aller, quoi, parce que tu as mal. Et en réalité, ce que dit Thibaut, il dit, le mec, il vend de la vitamine et tout d'un coup, tac, ça devient un antidouleur, quoi. Je ne sais pas si ça marche comme ça exactement, tu vois, je m'interroge. Ouais, mais en tout état de cause, je pense que voilà, l'art du commercial, c'est à un moment donné, il a des vitamines, il doit vendre des vitamines, effectivement, et il doit être capable d'appuyer sur le truc. Mais on va pouvoir en reparler. Non, juste pour te répondre, sur la vitamine, moi je suis moins pro, mais sur la notion de data et de quantité, je suis d'accord, le porte-avions, machin, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est que le commercial, par défaut, tu lui enlèves toute la technologie, il a déjà trop de data dans sa tête et il ne peut pas tout gérer. Parce qu'un commercial, ça doit avoir à 360 sur 30 clients en même temps. Et donc, c'est trop de data. Ceux qui sont en amont, ceux qui sont en fidélisation, ceux qui sont en soutenance. Donc, déjà, il a trop de data. Si la technologie, par l'intelligence, et demain l'intelligence artificielle, peut gérer cette data pour que le commercial aille droit au but sur quelque chose qui est évident, mais qui demande un art pour lui de le faire, eh bien là, on est bien plus performant.
Oui, en fait, je vais appuyer sur ce que dit Vincent, Frédéric. Frédéric, je vais appuyer sur ce que dit Vincent. Parce que tu as dit, puisqu'on parle Les meilleurs commerciaux aujourd'hui vont travailler leur fil LinkedIn. Ils vont éliminer un certain nombre de personnes quotidiennement. Ils vont faire un focus sur réseau et sur les meilleurs. Ah, on a peut-être un petit souci de connexion avec Thibaut. Vont mettre en place le scoring comportemental pour dire voilà où il y a le plus de dynamique. Et donc, je parlais de scoring comportemental, merci Laurent, en disant, effectivement, exactement comme le tableau de bord de ton pilote de chasse, le commercial, son focus, ça va être l'alerte. C'est le scoring qui lui dit, écoute, il y a ce type de clients qui, aujourd'hui, ont marqué un intérêt fort parce qu'ils ont interagi patati patata. Et l'alignement marketing-vente se fait comment? Par le retour du commercial qui dit, écoute, ton scoring, vous voulez, parce qu'il n'est pas assez. Ouais. Moi, j'aime bien aussi quand même l'idée qu'à partir des datas, le marketing te travaille un narratif et il le donne au commercial dont le job, c'est de bien le raconter. Si tu demandes au commercial de faire le narratif, il fait plus son job, quoi. Parce que son job, à un moment donné, in the end, c'est de ramener des contrats. Mais bon, pour en reparler, je voudrais juste rebondir sur le dernier point, sur le risque humain qu'a évoqué Vincent. Moi, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus, je pense que c'est une opportunité parce que finalement, tu dis, on fait des erreurs, mais le client et l'acheteur en face aussi, il en fait parce qu'il a aussi des biais. Et si tu es formé, finalement, ça va jouer en ta faveur, ça va être une opportunité. Et le jour où tu auras des IA qui achètent à des IA, effectivement, là, il n'y aura plus de question de commerciaux. Mais tant qu'on doit vendre de la valeur, tant qu'il y a de l'émotion, je trouve que ce n'est pas un risque, en fait. C'est encore une opportunité. Mais je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de cette table ronde et de cette heure consacrée aux nouvelles pratiques commerciales. Vincent, un mot de la fin? Merci. Non, pour être un peu plus global, alors il y a le seul mot de la fin, ce sera très simple. Pensez bien, si vous êtes commercial, si vous êtes encore plus directeur ou directrice commerciale ou dirigeant d'entreprise, prenez conscience que vous avez devant vous un potentiel et une obligation de changer des choses. Pas une obligation parce que c'est de la course à l'innovation effrénée et qu'il faut le faire, juste parce qu'on a la possibilité dans cette phase de disruption du commerce de faire différemment. Et différemment ne veut pas forcément dire plus, mais ça veut surtout dire mieux. Mais il se trouve qu'on a en plus la chance, en faisant mieux, de faire en même temps plus. Et ça, quand on a une forme d'intelligence commerciale, comme la prônent les DCF, c'est exactement ce qu'on peut rechercher. Comment faire plus, mieux, plus facilement et être encore plus heureux dans nos vies. C'est aussi ça, cette disruption du commerce. Parce que mine de rien, le commerce, c'est un peu la guerre aussi. Donc, si on peut avoir une guerre apaisée, si on peut avoir une action dynamique, et qui belle, éthique, mais en même temps très efficace, ouais, c'est génial. Et on a la possibilité de le faire aujourd'hui. Thibaut, même question, un mot de la fin? Dans les grandes évolutions des nouvelles pratiques commerciales, c'est si le marketing est quelqu'un qui travaille sur le robuste, le long terme et planifie ses actions sur une année, le commercial doit devenir le marketeur du vivant, le marketeur du compelling event ou le marketeur du vivant et utiliser les outils pour ça. Merci. Et puis Frédéric, je te laisse conclure. Merci. D'abord, merci à tout le monde. Merci à Vincent. Merci à Thibaut. Moi, ma conclusion, elle est de dire aujourd'hui, je crois que c'est TCF qui annonce qu'il y a 200 000 postes de commerciaux qui ne sont pas pourvus. Je trouve ça dommage parce que, comme on vient de l'évoquer, avec l'évolution des neurosciences, des technologies, la vente devient un métier vraiment à forte valeur ajoutée qui est au cœur de la performance de l'entreprise. Donc, il faut y aller, quoi. Il y a un bel enjeu, quoi. C'est un beau métier. Ça nous donne encore plein de pistes pour le programme de Inbound Marketing France 2022 avec tous les sujets que vous avez abordés. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette table ronde et je voulais confirmer à nos participants que Inbound Marketing France n'est pas terminé puisque à 11h30, vous pouvez retrouver une masterclass sur TikTok
où il y a aussi du commerce qui se fait maintenant sur TikTok, mais du commerce un petit peu différent avec un autre style encore de commerciaux. Il y aura également une masterclass à 14h qui va beaucoup intéresser les commerciaux autour de l'alliance entre les signaux d'affaires et le CRM pour justement avoir les fameux petits signaux faibles dont parlait Thibaut tout à l'heure sur comment est-ce que je peux identifier que c'est le bon moment de contacter cette entreprise, et je suis sûre que ça va beaucoup vous intéresser. Et enfin, la clôture de cette semaine d'Inbound Marketing France à 15h10 avec le baromètre du marketing des comptes stratégiques, le Count-Based Marketing, dont on a également parlé aujourd'hui. Je voulais remercier tous les participants de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et merci Laura. Merci, à bientôt. Merci Laura. Merci Laura. Bonne journée à tous.